5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal. Le Bénin vient de se faire appuyer par le Fonds monétaire international. On en parle alors que les conséquences de la guerre en Ukraine se font durement ressentir. L'institution vient d'accorder à notre pays une enveloppe de 638 millions de dollars, 400 millions de francs CFA. Selon les termes du communiqué officiel, ce programme doit permettre au pays, je cite, de répondre aux besoins de financement urgents, de mobiliser davantage les ressources auprès des donateurs et d'ancrer le plan national de développement du pays axé sur la réalisation des objectifs de développement durable. Fin de citation, on en analyse pour vous les contours de cette nouvelle opération financière. Et puis, l'information est tombée hier comme une patate chaude de celle qui brûle les doigts. Joseph Fifamin Diogbenou n'est plus le président de la Cour constitutionnelle. Il a déposé sa démission ce mardi contre toute attente. L'ancien garde des Sceaux n'a évoqué aucune raison dans le communiqué qui rend public sa démission. Une chose est sûre, il anime une conférence de presse tout à l'heure. Peut-être saura-t-on les raisons au détour de cette rencontre avec les médias. Pour évoquer ces deux sujets d'actualité, Casimir Pédior, bonjour et bienvenue Casimir. Bonjour Herman Amenga, bonjour chers téléspectateurs. En attendant de retrouver par la suite Michel Laonon, bien évidemment pour ce débat, nous allons démarrer avec cette information sur laquelle le Fonds monétaire international a appuyé le Bénin de 638 millions de dollars, 400 milliards de francs CFA. Dans quoi seront disséminées ces ressources? On écoute bien évidemment, on suit ce sujet. Cet accord est unique à plusieurs titres. Le programme dure 42 mois, contrairement à la durée traditionnelle de 3 ans pour de tels accords. Deuxièmement, le montant de financement est exceptionnel. Il est d'environ 650 millions de dollars, soit près de 4 fois la quote-part du Bénin au FMI. Plus encore, près de 140 millions de dollars ont été décaissés immédiatement pour soutenir le budget de l'État. Troisièmement, ce financement est quasiment à taux zéro, et ce, dans un contexte de renchérissement des coûts d'endettement sur les marchés. Le nouveau programme intervient à point nommé. En effet, il va permettre au Bénin de faire face aux besoins de financement urgents, notamment liés aux effets persistants de la pandémie de la COVID-19, la cherté de la vie due à la guerre en cours en Ukraine et les risques sécuritaires à caractère régional. Parallèlement, le nouveau programme vise à soutenir la poursuite des objectifs de développement durable du Bénin à moyen et long terme. La mobilisation des recettes fiscales constitue la pierre angulaire du programme de réforme du gouvernement béninois. Elle permettra de générer des ressources nécessaires pour étendre davantage l'accès des populations aux services sociaux de qualité à travers le Bénin. Par ailleurs, le programme va appuyer les efforts du gouvernement visant à renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance qui sont nécessaires pour impulser l'initiative privée et mettre davantage en valeur les atouts immenses du Bénin. Le renforcement des capacités est également une partie intégrale du programme. Dans ce contexte, le FMI offre présentement un appui technique au Bénin dans le cadre d'un diagnostic de gouvernance et supportera également l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des recettes fiscales à moyen terme. Nous sommes confiants qu'une mise en œuvre réussie de ce programme contribuera à générer une croissance forte qui bénéficiera à toutes les Béninoises et Béninois. Voilà ce qui est dit donc de ce financement accordé donc par le Fonds monétaire international. Casimir Pédior, comment est-ce que vous analysez tout ceci? Alors, il faut dire que en tant que simple Béninois, c'est un lieu d'espoir donc qui habite tous les Béninois, pas cet temps donc de cherté de la vie, de difficultés, qu'on apprenne donc que les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international, viennent donc de mettre la main à la poche et de débloquer au total 638 millions donc de dollars US, soit environ 400 milliards de francs CFA pour une durée donc de 3 ans et demi. 42 mois. 42 mois pour être plus précis. C'est véritablement donc un bouffée d'oxygène pour le gouvernement et aussi le secteur privé par ces temps donc de difficultés financières où l'État est obligé donc
de gérer les finances publiques par des acrobaties que nous connaissons tous depuis donc janvier, enfin depuis février, depuis la deuxième crise de la guerre en Ukraine qui a débuté donc courant février 2022 et qui vient donc ajouter déjà à une situation économique des plus dégradantes au niveau du pays liée donc à la pandémie du coronavirus. Il faut déjà dire que c'est un ouf de soulagement en tant que Béninois, mais en tant que analyste économique, j'apprécie à sa juste valeur cette initiative donc entre le Bénin et le Fonds monétaire international. Il faut déjà dire que courant avril, pour être plus précis, entre le 4 et le 13 avril 2022, le Bénin avait donc déjà reçu ici à Cotonou une mission donc du Fonds monétaire international pour discuter, mais aussi pour présenter donc le tableau donc de son économie, les performances donc réalisées tant sur le plan financier que sur le plan donc des réformes, mais aussi le Bénin en retour s'est rendu à Washington entre le 19 et le 22 avril donc du même mois pour donc aller poursuivre donc les négociations avec les partenaires. On en a d'ailleurs vu les images tout à l'heure dans l'élément qui a précédé donc mon intervention. On a vu donc une forte délégation du gouvernement béninois aller donc là-bas défendre donc cette initiative-là. Et donc c'est heureux qu'au second moitié donc de l'année 2022, le Fonds monétaire international puisse apprécier à sa juste valeur ces différentes démarches donc du Bénin. Il faut déjà dire que le Bénin a quand même eu des notes en ce qui concerne ces dernières années, en ce qui concerne la mobilisation des recettes au niveau donc des 3 régies, enfin 4 si vous voulez désormais, à savoir la douane, les impôts, le Trésor public et certainement la NDF, pour ne citer donc ces 4 régies-là, qui œuvrent aujourd'hui pour la mobilisation, la collecte donc des recettes à l'interne. Le Bénin a donc performé et ceci a séduit les partenaires techniques et financiers. Donc c'est à sa juste valeur qu'aujourd'hui on parle d'accord historique parce que 400 milliards de francs CFA, c'est vraiment inédit, comme ils se plaisent à le dire au sein donc du gouvernement, sinon que le Fonds monétaire international était obligé de combiner 2 produits. Il a dit tout à l'heure, l'expert M. Ngwana. Kenji Okamura. Bien sûr. Directeur général adjoint, donc président par intérim du FMI. Voilà. Il a dit, le Bénin, donc, enfin, le Fonds monétaire international a dû cumuler donc 2 produits, à savoir la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit pour pouvoir donc offrir cette palette-là, ce bonheur-là au peuple béninois. Et justement, cette aide intervient alors que le Bénin fait face à des défis importants dus justement à la détérioration de la situation sécuritaire dans le nord du pays, les répercussions donc induites par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine donc qui ont érodé les progrès économiques durement acquis ces dernières années. On s'en souvient, en 2020, le Bénin avait une croissance économique de 3,8% au plus fort donc de la pandémie, 5% en 2021 et 6%, 6,49%, et on s'attend également à une croissance de 6% en 2023. En quoi, justement, ce financement va permettre au Bénin de maintenir sa stabilité? Alors, les 3 facteurs que vous venez de citer, à savoir les conséquences de la pandémie liées au coronavirus, la guerre en Ukraine et aussi la question sécuritaire, sont donc des crises que le Bénin a importées pas de bon gré, mais ça, c'est tombé dessus, mais il va falloir gérer cela pour que ça n'affecte pas l'économie du pays. Et depuis donc l'avènement de ces différentes crises, à savoir coronavirus en 2000, la guerre en Ukraine en 2022 et la question donc de la sécurité qui, il serait un peu difficile donc de l'enraciner dans le temps parce que
Cette affaire a commencé il y a longtemps, c'est aujourd'hui nous avons les frappes, mais le gouvernement travaille déjà pour sécuriser donc les frontières et donc ces différents facteurs-là aujourd'hui seront donc les points inscrits donc dans le cadre de la mobilisation de ces recettes-là. Il faut déjà dire que ces trois facteurs ont affecté dangereusement l'économie du Bénin. Vous l'avez dit déjà, en 2021, on a senti donc une baisse de la croissance économique du Bénin. C'est vrai, lorsqu'on commence par parler du produit intérieur brut, ça ne reflète pas forcément le niveau de vie de la population. Et lorsqu'on en revient justement au niveau de vie de la population, la pandémie a affecté dangereusement les ménages et également les entreprises. Donc aujourd'hui, le Bénin, enfin le gouvernement a besoin d'un bouffée d'oxygène pour pouvoir relancer son économie déjà en tant qu'institution, mais aussi à accompagner le secteur de la production. Je veux parler donc du secteur privé. Le Bénin a besoin donc de cet élan de générosité donc des partenaires techniques et financiers, notamment des apporteurs donc d'affaires au niveau du Fonds monétaire international pour pouvoir donc faire face à ce qui convient désormais d'appeler la résilience, voilà, j'y arrive, la résilience au niveau du coronavirus, mais également pour continuer le mécanisme donc de soutien de l'économie, passant donc de la guerre en Ukraine et aussi de la question du terrorisme qui frappe à plein fouet son économie au niveau donc du nord Bénin. À tout ceci, il faut ajouter qu'il y a des zones très sensibles donc à ces trois crises et à d'autres crises internes, bien évidemment, qui aujourd'hui vivotent, qui n'arrivent donc pas à faire face véritablement à leur charge financière et il va falloir doubler la mise en termes donc de budget, en termes donc d'accompagnement de ces zones-là. C'est très souvent, hein, quand ça arrive, il faut loucher donc du côté du nord-ouest du pays, notamment la zone de Djougou, qui véritablement sont des zones à impact très fort en ce qui concerne les conséquences des crises. Il y a aussi la zone du Mono qui également est frappée par ces crises-là. Et très souvent, on annonce des cas donc de difficultés d'alimentation. Je ne veux pas prononcer le mot qui gêne. Je ne veux pas parler donc de la famine dans ces zones-là, mais c'est des zones qui sont identifiées comme véritablement des zones très faibles. Donc voilà un peu ce que le gouvernement pourra faire. Il faut également ajouter que ces fonds viendront en soutien aussi aux ODD, aux objectifs de développement durable auxquels le Bénin a souscrit et qui également avaient bénéficié, qu'ils vous souviennent, l'année dernière, précisément en 2022, d'un montant faramineux de près de 628 milliards de francs CFA pour véritablement permettre au Bénin de relancer son économie et également d'atteindre ces objectifs-là. Et puis, il faut le dire ainsi, ce programme donc, de financement a été élaboré dans le cadre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité donc, de crédit, le FCE. Et le programme prévoit une certaine flexibilité pour permettre au pays de faire face à court terme aux dépenses urgentes. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans dépenses urgentes? La dépense urgente, c'est déjà... On parle de 143 millions de dollars qui sera utilisé à des fins d'appui budgétaire, qui est prévu dans l'immédiat. Et à partir de 2023, un assainissement budgétaire qui devrait être soutenu par les recettes fiscales afin d'assurer donc la soutenabilité de la dette à moyen terme. Alors, les dépenses urgentes, il faut déjà... inscrit donc dans ce volet-là, tout ce qui a rapport donc avec le bien-être de la population, mais aussi tout ce qui a rapport avec ce que le gouvernement peut accompagner les petites et moyennes entreprises qui souffrent véritablement donc de ces crises-là. Et ici, le secteur de l'agriculture est vu, c'est vrai, par 7 ans de pandémie et également de guerre en Ukraine. À en croire le ministre d'État chargé donc de l'économie et des finances, le Bénin a anticipé sur la campagne, sur 2 campagnes agricoles déjà, en ce qui concerne donc les intrants, mais aussi en ce qui concerne les semences. En tout cas, pour un certain nombre de choses, le Bénin a déjà anticipé et donc prévoit déjà donc ce que cela sera
dans les tout prochaines années, pour ne pas dire les tout prochains mois, pour donc la récolte. Dame Nature certainement sera conciliante avec donc la bonne volonté du gouvernement pour véritablement permettre aux Béninois de pouvoir manger au moins 2 repas copieux par jour en ce qui concerne donc la production locale, mais aussi dans les dépenses urgentes, il y a la question donc de la santé, enfin le volet sanitaire donc du coronavirus. Le Bénin doit pouvoir donc continuer les mesures de résilience face à la pandémie de coronavirus en ce qui concerne donc la santé des populations. Il faut déjà dire qu'on a constaté quand même un recul du taux de pandémie au niveau donc du pays, mais aussi au niveau de la sous-région, c'est vrai, mais le Bénin doit pouvoir garder encore longtemps donc son système sanitaire pour ne pas tomber dans la désuète en ce qui concerne donc cette pandémie-là. La deuxième crise qu'est donc la guerre en Ukraine a affecté aussi le secteur de la production agricole et donc le Bénin doit faire face aux mesures urgentes en ce qui concerne l'importation de certains produits de première nécessité, notamment le blé, les céréales de façon générale et aussi les hydrocarbures. Donc dans les mesures urgentes, il faut y voir donc ces différents paramètres-là de l'économie. Dans les mesures urgentes aussi, il y a donc la question de la sécurité à nos frontières. Une mission du gouvernement s'est rendue au cours de cette semaine déjà à Niamey pour aller signer des accords. Tout ça, le gouvernement a besoin de financement pour donc envoyer sur le terrain non seulement le corps armé, mais aussi des missions pour donc renforcer sa coopération diplomatique au niveau de la sous-région, pour partager l'expérience donc avec son voisin, ses voisins, j'allais dire, notamment le Niger, pour ce qui est donc de tout cela. Donc voilà un peu ce que le Fonds monétaire international et le gouvernement béninois mettent dans les mesures urgentes pour pouvoir donc vite faire face à la question donc de la crise sanitaire, de la crise liée à la guerre en Ukraine, mais aussi à la crise que nous laissent désormais donc les terroristes au niveau du pays. Et puis l'accord de financement succède aux consultations au titre de l'article 4 pour le compte de l'année 2022, à l'issue donc desquels le Bénin a obtenu l'un des scores les plus élevés du continent en termes donc de normes et de transparence budgétaire. Justement, la question de la transparence budgétaire qui devient de plus en plus à l'actif donc du Bénin. Le Bénin a d'ailleurs reçu un prix dans ce sens, des félicitations dans ce sens en termes de transparence budgétaire. Le Bénin est très bon élève en la matière désormais. Bien sûr, Eman Amega, vous évoquez là une des performances donc de l'économie béninoise ces 5 dernières années, pour ne pas citer donc la période, vous le disiez tantôt, donc la performance au niveau du budget, et le budget c'est déjà les recettes et les dépenses. Au niveau des recettes, le Bénin, je l'ai dit tantôt, a donc aujourd'hui les bonnes réformes pouvant permettre donc de renforcer la capacité opérationnelle de ces régies, notamment les impôts qui aujourd'hui paraît donc comme la première régie au niveau du pays, mais aussi au niveau donc des dépenses courantes. Donc le Bénin a gagné beaucoup en affichant donc une certaine performance, une certaine réforme qui permet aujourd'hui donc à l'administration de consommer moins et d'être plus efficace, et au même moment d'investir, enfin de loucher beaucoup plus du côté des investissements pour pouvoir donc donner une plus-value à l'économie donc du Bénin. Et au détour donc des recettes et des dépenses, nous avons aujourd'hui un tableau véritablement des meilleurs en ce qui concerne la gestion, la bonne gestion de la dette publique au niveau du pays. Déjà, nous avons une dette qui est raisonnable, qui reste donc au niveau de la fourchette exigée
pas les pairs en ce qui concerne donc les critères de convergence qui est de 70%. Le Bénin, je crois, tourne autour de 41% donc du ratio exigé donc par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au-delà de ça, aujourd'hui, il faut dire que avec ces 5 000 environ de dettes, le Bénin arrive quand même à faire face non seulement à la mobilisation sur le marché sous-régional, sur le marché international, mais aussi à rembourser, à honorer donc ces rendez-vous, ces agendas sur ces différents marchés-là. Ça, il faut le préciser parce que très souvent, on parle aujourd'hui du Fonds monétaire international en termes donc de mobilisation des recettes. Mais quand le Bénin va donc rembourser, va honorer donc ses engagements sur ces marchés-là, on ne revient plus donc devant les écrans pour dire aux Béninois que bravo, vous avez donc remboursé à hauteur de la dette publique ou enfin la dette intérieure ou la dette extérieure. On n'arrive donc pas à le dire. Il faut le dire. Le Bénin a aussi donc une très bonne note en termes de soutenabilité de sa dette avec une caisse autonome d'amortissement qui aujourd'hui séduit les partenaires techniques et financiers. Ça, il faut le dire. Si aujourd'hui le Fonds monétaire international et la Banque mondiale arrivent donc à faire confiance au Bénin, c'est que nous avons une caisse autonome d'amortissement, CAA, qui est des meilleurs, qui aujourd'hui est bien géré, qui gère bien le portefeuille donc de la dette publique au niveau du pays. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne la santé économique donc du Bénin sur donc le marché international. Et c'est tout ceci que le Fonds monétaire international appelle capacité institutionnelle suffisante pour donc mettre en œuvre les programmes dont les montants ont été donc, les différents programmes ont été donc affichés dans ce prêt. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire du pays. Et au-delà de ça, chaque fois on veut parler de ça, on voit tout de suite le gouvernement. Non, c'est tous les Béninois. La dernière fois, on est venu ici évoquer donc la société civile qui donc a produit un rapport sur le budget citoyen donc de la République et qui aujourd'hui permet au Bénin également d'avoir des bonnes notes sur le plan international. Et puis, mon cher Casimir, ce qui justement attire également l'attention, c'est avec la maestria avec laquelle le ministre de l'économie et des finances quand même arrive à gérer tout ce qui est émission sur le marché financier, tout ce qui est donc levée de fonds sur le marché financier. On l'a vu par exemple avec les eurobonds, avec bien sûr toutes ces opérations financières réalisées sur ce que ce soit sur le marché de l'UEMOA ou que ce soit même à l'international. Bien sûr, vous savez, les donneurs d'ordre ne peuvent que donc mieux se comporter en ce qui concerne donc les réformes. C'est vrai, vous le disiez tantôt, il y a un travail de fond qui est fait là où l'argent se gère, là où l'argent est collecté, est mobilisé et là où l'argent est également décaissé. Il y a un travail sérieux qui est en train d'être fait. Ça, c'est à l'actif certainement des cadres et en l'occurrence, le premier cadre donc de ce département ministériel, le ministre de l'économie et des finances, qui d'ailleurs a allé arracher non pas que des awards, mais surtout des notes sur le plan international qui permet aujourd'hui au Bénin d'afficher non seulement une bonne performance, mais de montrer le modèle donc de mobilisation, que ça soit sur le plan international que sur le plan régional. Désormais, par exemple, au niveau de Dakar, il y a un taux donc de collecte d'emprunts obligataires, un taux d'intérêt d'emprunt obligataire que le Bénin a donc fixé désormais pour les 7 autres pays avec qui il partage donc cet espace-là. Et aujourd'hui, c'est une réalité devant donc la Côte d'Ivoire, devant le Sénégal, qui forcément sont obligés donc d'emprunter donc les réformes au niveau du Bénin pour pouvoir être performants sur ce marché-là. Vous le disiez tantôt, il y a l'eurobond 2 émissions déjà au niveau donc du marché international pour donc accroître les revenus donc du Bénin, pour donc soulager la peine, l'imposition
faites donc aux populations béninoises. Tout ceci, je crois que c'est à l'actif de ces réformes-là. Très bien. Merci beaucoup à vous, Casimir. Vous restez avec nous, bien sûr. Et Michel Arounon nous a rejoint, le directeur de publication de Palmarès. Bonjour, Michel. Bonjour, cher frère. Bonjour, Casimir. Bonjour, SIG. Un plaisir de... Alors, on a déjà basculé dans les considérations politiques. Ben oui. D'accord. Il y a aussi le secrétaire général, il faut le rappeler, du CNPA. Du CNP, pardon. Pas du CNPA. Du CNP. Secrétaire général d'une autre organisation professionnelle, dont Casimir Mam. Donc Casimir Mam, oui. D'accord. Oui, mais pas du CNPA. D'accord. Allez. Michel Aounon, nous étions... je suis transversal sur les organisations. Absolument. En tout cas, vous êtes dans le CNPA. Oui, je suis membre du CNPA, mais je ne suis pas secrétaire général. Vous êtes membre du CNPA, donc le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. Donc voilà. On en vient justement, on était justement en train de finir le sujet. Le Bénin qui vient d'obtenir un financement de 638 millions de dollars, 400 milliards de francs CFA reçus donc du Fonds monétaire international. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce que j'en pense, je pense que je ne dirai pas plus que ce que Casimir a déjà dit. Et c'est une marque de confiance parce que quand on parle de prêt, c'est la crédibilité et c'est la marque de confiance qui amène le prêt. Donc, je pense que si nous sommes arrivés à cette étape, c'est parce que bon, les institutions financières internationales font de plus en plus confiance au Bénin. Et si la confiance est restaurée de cette façon, ça veut dire qu'il y a des efforts qui ont été faits dans le sens de l'amélioration de la gouvernance financière. Très bien. C'est important. Voilà. Allez, on en vient à présent au second sujet en discussion. C'est vrai que ce n'est pas très habituel de voir un sujet politique débarquer donc sur la table un mercredi où on est censé parler économie. Mais le sujet, il fait l'actualité, bien évidemment. Comme je vous l'ai annoncé, c'est une patate chaude de celle qui brûle les doigts. Donc la démission de Joseph Fifame Diogbenou, le président, donc désormais ex-président ou ancien président de la Cour constitutionnelle, a déposé le tablier. Michel Aounon, est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent que c'est contre toute attente ou vous avez des informations de couvent? Oh non, pas des informations de couvent. Ben bon, d'abord il faut dire que la loi organique relative à la Cour constitutionnelle prévoit les conditions de démission. Donc un membre de la Cour constitutionnelle peut démissionner. Même la mandature avant le président Diogbenou, il y a un conseiller, le conseiller Dato, qui a démissionné. Donc c'est pas la première fois qu'on note une démission, mais c'est la première fois qu'on note une démission du président de l'institution en fonction. Et on a vu dans la journée du lundi dernier le président de la Cour constitutionnelle rencontrer le chef de l'État et brutalement aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Donc moi j'ai commencé par me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand les présidents d'institutions commence pas à se concerter de cette façon, il faut se poser des questions. C'est sûr bon, il doit avoir un sujet. Mais ce qui était un peu bizarre, c'est qu'à sa sortie, il n'avait pas fait de déclaration. Mais il allait voir le président de la République et après il allait voir le président de l'Assemblée nationale. J'ai donc compris dans la journée d'hier qu'avec ce qui est arrivé, que c'est conformément aux dispositions de la loi organique qu'il avait eu à faire ces deux démarches. Et donc c'était sûrement donc l'objet des rencontres qu'il y a eu entre Joseph Diogbenou et le président Talon et d'autre part avec le président Vlavon. Voilà, donc là, je pense que la démission ne pose pas un problème parce que la loi a prévu les conditions de sa succession. Si c'était un simple membre de la Cour, il aurait pu remettre sa lettre de démission au président. Mais comme il s'agit du président, la démission a été remise au vice-président. Et donc, étant donné que le président Diogbenou a été désigné membre de la Cour par l'Assemblée nationale, je pense que le bureau de l'Assemblée doit pouvoir se réunir et désigner un nouveau membre ayant le profil qu'il faut pour remplacer Joseph Diogbenou à la Cour constitutionnelle. Pour l'instant, avant d'en venir à vous, Casimir, vous permettez, pour l'instant, aucune information, les raisons de sa démission ne sont pas encore clairement avancées. Est-ce que vous comprenez cette démission? Bon, je pense que la seule personne vraiment indiquée pour dire les raisons de la démission, c'est Joseph Diogbenou, mais étant donné qu'il n'a pas fait de déclaration jusque-là, le reste, ce ne serait que des supputations, des imaginations. Je crois avoir lu sur la toile qu'il devrait succéder au président Bruno Amoussou parce qu'il faut rappeler qu'il est membre de l'Union progressiste et qu'il aurait des ambitions politiques
et que nous sommes pratiquement à 6 mois ou à 7 mois des élections législatives. Vous savez qu'il a été déjà élu député par le passé et il a été même président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Donc, revenir en politique pour se faire réélire député par la suite, je pense que s'il a des ambitions pareilles, il ne peut pas, dans sa posture de président de la Cour constitutionnelle, demeurer au poste pour être candidat. Parce que je vous rappelle que la Cour constitutionnelle est le juge du contentieux électoral pour ce qui concerne les élections législatives. Et donc, si c'est vrai que c'est lié aux ambitions politiques, je pense que c'est tout à fait normal qu'il puisse déposer le tablier. Et je pense que ça ne ressemble pas à une brouille, parce qu'il me semble qu'il s'est bien entendu avec le président de la République. Et quand je vois l'ambiance dans laquelle la rencontre a eu lieu le lundi, je pense qu'il a reçu l'aval du président de la République avant de le faire. Alors, Casimir Kédio, je sais que vous suivez aussi de très près l'actualité politique au plan local. Que vous inspire cette démission de Joseph Diogbenou? Ça me laisse un goût un peu amer sur le fonctionnement de la classe politique en général au Bénin et particulièrement du gouvernement. Tout est mythe. On entend tout de mythe. Aujourd'hui, ça fait pas plaisir de venir sur un plateau de télévision qui est à l'international et que des journalistes disent qu'ils ne savent pas. Enfin, le président de la Cour constitutionnelle doit animer, si tout va bien, une conférence de presse au cours de cette journée pour expliquer pourquoi pas les raisons. La crise aujourd'hui en Ukraine, lorsque le président Macron veut aller quelque part, lorsque le président Joe Biden doit aller quelque part, on connaît le contenu. Lorsqu'il s'est agi pour le Premier ministre britannique de démissionner, on a vu la démarche. Et on sait aujourd'hui pourquoi. Lorsque ça veut se passer dans les grandes démocraties, il y a comme une information officielle qui est donc au niveau de l'opinion, où les gens sont préparés pour donc accueillir cette information. Donc pour moi, il faut que nous commencions par ressembler donc à ces grandes démocraties-là. Aujourd'hui, on a vu, comme il a dit, on a vu le président Diogbenou aller donc en audience au palais de la Marina. Et dans la même journée du lundi, il s'est rendu à l'Assemblée nationale. Et patatras, le lendemain, on apprend qu'il a démissionné. Vous voyez, jadis, on voyait ces personnalités-là se rencontrer. Mais vous les voyez seulement à la télé, on vous dit, oui, on a parlé des questions diplomatiques, on a parlé des questions de paix, on a parlé... Non, c'est pas ça. C'est des institutions, c'est pas des individus. Alors, Casimir, que reprochez-vous fondamentalement à la démarche? La démarche, pour moi, manque d'insuffisance. La démarche aurait pu être complète. À quel niveau? En quoi faisant, par exemple? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas avec eux, c'est à eux. Mais pour moi, le journaliste que je suis, nous devons déjà avoir donc des documents. Vous voyez, aujourd'hui, moi... le président Diogbenou devrait-il prévenir de sa démission? Je ne parle pas du président Diogbenou. Mais derrière le président Diogbenou, c'est toute une institution. Moi, par exemple, j'aurais pu avoir donc cette information un peu plus tôt. Vous parlez peut-être d'un sujet purement politique. Non. Moi, je peux vous sortir des aspects économique donc de la gestion du président Diogbenou. Il a géré un budget, par exemple, 2022, pour ce que je sais, c'est d'environ 1 milliard de francs CFA. Je peux vous dire comment est-ce que l'institution gère. Je peux vous dire normalement comment est-ce que depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, la fréquence des décisions, je peux comparer cela au mandat, aux 5 autres mandats, pour véritablement montrer à l'opinion publique nationale surtout, comment est-ce que cette institution a opéré des réformes et est performante. Si j'avais très tôt l'information, et je serais sur ce plateau, non pas comme des Béninois lambda, mais comme des Béninois plus éclairés. Donc voilà ce que moi je voudrais juste, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention. Et c'est aujourd'hui que le président va organiser certainement une conférence de presse pour nous informer, donc pour dire encore une fois, il va rester certainement sur le ton diplomatique et il nous dit, bon, ben écoutez, il faut que d'autres Béninois viennent goûter aussi à la chose institutionnelle, il faut. Non, c'est pas ça le débat. Donc moi, fondamentalement, c'est ça. Mais au-delà de ça, pour venir donc à cette démission, ça a un effet de surprise, en ce sens que tout est un peu calme. En fait, c'est peut-être
le calme qui précède la tempête, comme on le dit. Tout est calme. Et subitement, eh bien, FIFA anime l'actualité depuis hier et ça, depuis, c'est les réseaux sociaux, c'est les médias qui donc prennent ça. Mais au-delà de ça, l'information est restée superficielle. En dehors de ce que alors, oui, Michel a avancé. A dit, je ne sais pas si on peut avoir grande chose aujourd'hui à mettre sous la dent. Alors, on va faire un exercice, Michel Aounon, avant donc de vous adresser à nouveau une question. On va découvrir ce qu'en disent aujourd'hui les médias qui paraissent ce mercredi. On démarre par le matinal qui a donné aussi l'information et qui a décliné justement le sujet en plusieurs volets. On va découvrir tous ensemble la une du matinal de ce mercredi, bien évidemment. Le matinal qui dit Diogbenou dépose le tablier, les probables raisons. Un bilan reluisant à la tête de la juridiction, les implications juridiques selon Robert Dossou, qui pour assurer son remplacement, l'ex-président donc fait face à la presse ce jour. Et puis, il y a Matin Libre qui croit savoir que quelque chose se prépare. On va le voir avec Matin Libre. Diogbenou, président de l'Assemblée nationale, c'est un gros point d'interrogation donc que Matin Libre met justement en manchette. Et puis Rumbedji à la Cour constitutionnelle. Où est-ce qu'on a pu glaner toutes ces informations, Michel Aounon? Est-ce que vous croyez savoir que Diogbenou, l'ancien président désormais de la Cour constitutionnelle, pourra atterrir au Parlement, sinon au perchoir? Je vais partir d'abord de ce que Casimir a dit tout à l'heure. Vous savez, ce comportement de nos institutions ne fait pas de la presse une presse professionnelle. Vous savez, ce n'est pas la personne de Joseph Diogbenou. Il est président de la Cour constitutionnelle, une institution de la République, juge du contentieux électoral. Nous sommes à 6 mois des élections législatives. Il démissionne. Moi, j'estime que une petite note de presse pouvait accompagner cela. Il y a un communiqué. Pour informer. Non, le communiqué dit simplement qu'il a démissionné. Bien sûr. Mais c'est tout comme si vous apprenez un matin que Patrice Talon a démissionné. Et ça s'arrête là. C'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on dise simplement qu'il a démissionné. Il faut dire, même si c'est pour mentir un peu, mais il faut dire quelque chose d'institutionnel. Il doit y avoir une communication institutionnelle qui accompagne l'acte pour dire le président a démissionné parce que. On aurait pu dire. Non, je le dis. Je le dis parce que Maître Diogbenou a démissionné pour convenance personnelle. Ça ne donne aucune information non plus. Même c'est quelque chose, si on dit convenance personnelle, parce que quand vous dites convenance personnelle, le journaliste sait comment il peut analyser cela. Ah oui, parce que pour analyser le comportement des institutions, quand un président d'institution démissionne et qu'on dit que c'est pour convenance personnelle, le journaliste qui analyse la situation politique peut tirer certaines conclusions. Mais quand on ne dit rien et que c'est simplement la lettre de démission, ça pose un problème. Et donc, aujourd'hui, on ne perd rien à passer. Non, d'hier, aujourd'hui, vous savez, pour les médias, c'est déjà trop tard. C'est à cause que les réseaux sociaux prennent le pas. Donc, je pense que quand on dit que la presse n'est pas professionnelle, ça dépend aussi du comportement des institutions. Parce que d'hier, aujourd'hui, vous avez vu, les réseaux sociaux ont pris déjà le pas sur la presse officielle. Ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, si c'est aujourd'hui que on va expliquer peut-être les raisons de sa démission, parce qu'il peut animer la conférence de presse sans donner les raisons de sa démission. Il est libre donc de donner ses opinions. Mais moi, personnellement, je pense que les institutions de la République doivent pouvoir faire de sorte que pour certains événements, certaines informations, il faut qu'il y ait au moins une communication institutionnelle qui accompagne. Quand on dit par exemple que les présidents des institutions de la République se sont rencontrés avec le chef de l'État, je pense que c'est quelque chose d'important pour lequel il ne peut pas sortir pour dire que on dit que rien n'a filtré. Ce n'est pas possible. Parce que vous, Herman Amégan, vous ne pouvez pas débarquer au palais pour rencontrer Patrice Talon. Mais le président Vlavonoussi, le matin, il sent le besoin de le rencontrer. Patrice Talon peut aménager son agenda pour le recevoir parce que lui n'est pas un citoyen ordinaire. Du fait qu'il n'est pas un citoyen ordinaire signifie que son déplacement, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est des choses qui sont contrôlées parce qu'il n'est pas un citoyen ordinaire. Par conséquent, Joseph Diogbenou n'est pas un citoyen ordinaire. Donc, s'il dépose sa démission de la Cour constitutionnelle, je pense que les raisons doivent accompagner, ne serait-ce que même si on n'énumère pas tout, qu'on puisse dire au moins 2-3 mots sur les motifs. Mais maintenant, la presse officielle est obligée de rentrer maintenant dans les supputations des réseaux sociaux. Nous sommes obligés. Mais moi, je pense que s'il y a un événement politique qui puisse amener Joseph Diogbenou à démissionner, soit d'être les élections législatives. Parce qu'il ne peut pas rester président de la Cour constitutionnelle
et être candidat aux élections législatives. Et je crois bien que Joseph Diogbenou doit être en vue de positionnement sur la liste de l'Union progressiste pour porter Union progressiste, je crois, c'est dans la 16e circonscription. Et vous voyez, mon donc, ami si c'est Herman, ça, donc la démission vous voyez tout ce que et Michel Aonon vient de dire, c'est des affirmations gratuites. Et il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire parce que ce qu'il a dit maintenant, ce n'est fondé sur rien. Rien du tout. Rien. Même le parti... Peut-être qu'il a des sources qui l'ont Non, informé. il n'a même pas dit ses sources parce qu'il Non, n'en il a n'a pas pas. oublié de dire ses sources, mon cher. Non, Khalil. mais écoutez, si c'est l'Union progressiste qu'il a dit, il devrait le dire. Donc voilà le mal que nous faisons. Et moi, je voudrais rappeler à ces institutions-là qu'ils sont là pour le peuple et non pour eux-mêmes. C'est vrai, aller rencontrer le chef de l'État, c'est une bonne chose. Encore que, je voudrais bien savoir sur quels critères le président Diogbenou est allé voir le chef de l'État et Vlavonou. Je voudrais savoir, parce que les institutions, il en reste encore. Il y a la HAC, s'il vous plaît. Il y a la justice, il y a les médias, il y a le médiateur. Pourquoi il n'est pas allé les voir? Donc voilà, Non, en tant qu'analyste, il me laisse le champ de dire tout ce que je veux alors que je ne devrais pas le dire. Et face à ça, moi je crois que aujourd'hui, vous avez cité deux organes de presse, le matinal qui dit probable raison. Les probables raisons. Ils n'en savent rien. Ça relève de l'imaginaire. Alors, C'est pas possible. Un journal comme Le Monde, vous ne pouvez pas aller dans les titres du Monde et avoir de l'incertitude du journaliste. D'un grand journal Parce comme que Le lui, Monde. il a pour rôle d'informer. D'informer. Si lui-même n'est déjà pas sûr, pourquoi il veut informer? Vous avez le deuxième journal qui également, est souvent apparenté à l'opposition, qui dit quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Comment vous voulez que nous, qui sommes des éclaireurs, soyons mal alimentés en énergie électrique? Vous êtes une lampe, mais vous n'avez même pas l'électricité. Je voudrais dire deux choses. Oui. Il a dit que pourquoi il n'est pas allé voir, par exemple, le président de la HAC et tout. Je pense que sur ça, ça obéit aux dispositions de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, parce que c'est les deux institutions qui interviennent. La loi organique dispose que le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Donc je pense que c'est pourquoi il a limité ces rencontres à ces deux personnalités rapidement avant de déposer sa lettre de démission. Alors, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que pour qu'on ne se plaigne pas d'une presse que les politiques ont l'habitude de dire n'est pas professionnelle, mais ça c'est selon eux, je pense qu'il faut que les institutions nous aident aussi. Je crois qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il doit y avoir une direction de la communication. Un point focal. Et donc, le président Diogbenou n'est pas un simple individu. C'est un il est président de journaliste. l'institution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il a l'intention de poser un acte comme ça, il y a un dispositif qui accompagne cela parce qu'il s'agit de l'institution de la République. Par conséquent, à sa lettre de démission, quelques raisons, en tout cas, une petite note de presse qui accompagne cela et que déjà au moins, de façon officielle et vraiment sérieuse, la presse pourra en parler. Là maintenant, vous voyez, il y a une tendance de nos institutions et de nos personnalités à nous faire contourner par les réseaux sociaux avant de revenir à l'officiel. Ce n'est pas bon pour la presse, ce n'est pas bon pour les médias, ce n'est pas bon pour nous autres. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, vous allez voir au niveau de toutes les institutions de la République, le journaliste a comme source d'information les réseaux sociaux. Ce qui est très dangereux. C'est dangereux, ça fait partie des problèmes. Parce que le journaliste, sa source d'information doit être la source officielle d'information à laquelle la détention de la carte de presse lui donne accès. Et par conséquent, s'il a tout ça, et que c'est les réseaux sociaux qui constituent sa source d'information, alors que sur les réseaux sociaux, la régulation pose problème, je pense qu'on n'est pas en train d'aider alors la presse à être une presse professionnelle. Donc, moi, je voudrais prier les institutions, pas seulement la Cour constitutionnelle, mais que lorsqu'on dit par exemple que le président de l'Assemblée nationale veut se déplacer pour aller voir le président de la HAC, ça c'est de l'institutionnel. Et à l'Assemblée nationale, il y a une direction de la communication. Il faudrait qu'il y ait une information institutionnelle qui accompagne cela pour que les médias ne puissent pas se rabattre sur tout ce que tout le monde peut dire sur WhatsApp, sur Facebook, ainsi de suite, que ça ne soit pas une source officielle pour le journaliste. C'est très important. Alors Michel Aonon, on revient à présent, je vais dire au parcours, sinon autant de passer par Joseph Diogbenou en tant que président donc, de la Cour constitutionnelle, en tant que juge donc, du contentieux électoral. Qu'est-ce qu'on peut retenir fondamentalement de son passage en tant que président?
Bon, avant d'aller là, je connais Joseph Diogbenou comme professeur de droit et puis après avocat personnel de Patrice Talon, bien avant hein, les élections de 2016. Et à 2016, nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et puis après, candidat, élu député à l'Assemblée nationale, président de la commission des lois. Et puis après, bon, désigné par l'Assemblée nationale pour siéger à la Cour constitutionnelle et puis nommé président de la Cour constitutionnelle. Bon, de façon ramassée, c'est ce que je connais du procès de Joseph Diogbenou. Je crois que si l'information avait été officielle, nous aurions eu peut-être le temps de voir un peu pendant 4 ans ce qu'il a fait à la tête de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'en termes de décision, est-ce qu'il a battu le record par rapport aux anciennes mandatures et par rapport aux décisions aussi, pas forcément en termes en termes numériques, mais aussi la qualité des décisions et les tendances des décisions et les différents volets, les différents aspects sur lesquels les décisions étaient rendues et tout ça là. Les journalistes sont chargés d'analyser tout ça pour situer l'opinion. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Malheureusement, on n'a pas l'information officielle, mais je pense qu'on peut revenir là-dessus. Peut-être que au cours de la journée, lorsqu'il aura rencontré la presse, on aura beaucoup plus d'autres informations et on aura le temps toujours de revenir là-dessus. Parce que je crois que la loi organique dispose que le président de la République et le président de l'Assemblée nationale disposent de 2 mois en cas de démission pour pouvoir procéder à son remplacement. Donc je pense que comme il a été désigné par le bureau de l'Assemblée nationale, d'ici 2 mois au plus, on peut le faire en 1 semaine, on peut le faire en 2 semaines, mais la loi dispose qu'au plus 2 mois, on doit pouvoir procéder à son remplacement. Voilà. Et si on procède à son remplacement, on aura un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Allez, on va prendre un peu le bruit justement des réseaux sociaux, puisque vous étiez en train d'en parler il y a un instant, les réseaux sociaux qui ont donc pris le pas depuis hier. Tous les canaux digitaux donc sont en ébullition. L'information fait la une justement de tous les forums de discussion, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur Telegram. Tout le monde en parle. Et Stanislas Soussalenko va faire la synthèse de tout ça pour nous. Bonjour Stan. Bonjour Rodrigue Eman Amenga. Comment allez-vous? Très bien, bonjour à chacun et à tous. Je ne voudrais pas être à votre place parce que sans doute il y a une panoplie de réactions et il serait difficile de faire un choix, sinon ce sera un choix par arbitraire. C'est ce que j'ai dû faire parce que tous les canaux sont inondés. En dehors même des canaux de l'ORTB, il y en a tellement de réactions que j'ai collectées ailleurs aussi. Et ces internautes-là estiment que c'est un scénario qui a été élaboré par les partis politiques au pouvoir en décidant que Joseph Diogbenou succède au président Patrice Talon, mais avant, il va passer par l'Assemblée nationale. C'est, je vais dire, la démission de tous les scénarios possibles. Oui. Allez, en tout cas, on a adressé la question du jour aux amis internautes. Que vous inspire la démission du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou? Voilà la simple question que nous leur avons adressée et leurs réponses sont on ne peut plus claires. Oui, et la première réaction ou première réponse nous vient de notre ami Pamphile Houguet qui estime que c'est un plan B pour la prochaine élection qui s'annonce dans notre pays. Mais cette démission de Joseph Diogbenou n'étonne même pas car à la veille des élections, il y a toujours des situations du genre qu'on crée pour embrouiller le peuple. C'est donc un jeu à visée politique. Pour Afolabi Gilles Gbemenou, c'est une pure théorie du complot. Les dés sont jetés et la course à la présidentielle vient d'être lancée. L'évidence, c'est qu'il faille se libérer plutôt de ce poste pour se préparer à la conquête du pouvoir et s'engager dans la compétition en son temps. Et c'est bien dommage pour la République, regrette notre ami Afolabi Gilles Gbemenou. Lucien pense que cette décision est purement politique car Joseph Diogbenou pourrait être dans la course pour les élections législatives. Mais je ne pense pas que cela soit une bonne décision. Nous constatons maintenant la faiblesse de notre justice. Mais bon vent à lui, par la grâce de Dieu. Jean Koukou Zounon a analysé la démission du président Diogbenou et a imaginé un scénario possible. Mais avant, Jean Koukou Zounon laisse percevoir son état d'homme, son propre état d'âme, par cette phrase exclamative, je veux dire, la politique, quand tu nous tiens, les partis au pouvoir peaufinent déjà leur stratégie pour toujours contrôler l'appareil étatique compte tenu des visites et des audiences de ces derniers jours. La démission du maître Joseph Diogbenou du 12 juillet, à mon avis, est purement politique avec le scénario suivant.
Joseph Diogbenu va remplacer Amos Bruno pour être président du parti Union Progressiste. Ensuite, Joseph Diogbenu, candidat aux élections législatives 2023. Joseph Diogbenu, député puis président de l'Assemblée nationale 2023-2026 et candidat du parti Union Progressiste à l'élection présidentielle 2026. C'est possible. Jean Kokou Zounon, après lui, il y a Franck Jaza Awassa qui vient écrire le synopsis du scénario établi par notre ami Jean Kokou Zounon et affirme qu'il sera bientôt le président de l'Assemblée nationale et ensuite le patron fera une étude comparative entre lui et le plus jeune des ministres afin de décider de qui sera le prochain locataire de la Marina. Le prochain duo gagnant sera Diogbenu et Wadayi. Mais attention, oui attention, Maignan Kamel semble dire attention aux amis, la démission sous la rupture n'est possible que sur instruction du chef. Et pour ce cas d'espèce, attendons la suite pour être fixé. De la politique fiction, tout simplement. On est là, mais totalement Non, vous voyez, dans la fiction. Vous voyez, non. Ça fait rire, mais c'est très important. Bien sûr. Ici, nous sommes à la télévision nationale. Et nous sommes des professionnels des médias. On devrait avoir l'information officielle. On ne devrait pas avoir comme source d'information les réseaux sociaux. Donc, les institutions de la République n'ont qu'à prendre leurs responsabilités par rapport à cet état de choses. C'est très important. Et sinon, elles auront toujours à se plaindre d'une presse qui n'est pas professionnelle, alors que ça ne dépend pas de nous. Je le dis vraiment, sincèrement. Ce n'est pas bien. Sur les réseaux sociaux, on est vraiment à volo. On est vraiment à volo. Chacun y va en fonction de son inspiration, en fonction de son scénario. Tout le monde est devenu réalisateur, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et je crois que les avis des internautes relayés par Stanislas ou Salinquon, je vais dire, ça résume un peu l'état d'esprit ou du moins la réflexion qui se poursuit actuellement sur les réseaux sociaux, sur les différents canaux digitaux. C'est vrai, c'est dommage. Un pays ne peut jamais être dirigé par les réseaux sociaux. Ça fait un peu tic quand même. Vous avez posé tout à l'heure une question à mon vis-à-vis, enfin, à Michel Aonon. J'ai bien envie d'y répondre. Qu'est-ce que moi je retiens aujourd'hui de Joseph Diogbenu? C'est une moyenne d'1 milliard donc, de budget chaque année, soit environ 5 milliards de budget. Les Béninois ont envie de savoir ce à quoi ont véritablement servi leur impôt. Il n'est pas gestionnaire de crédit. Non, c'est pas lui. Le budget, c'est pour l'institution. Je suis d'accord. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui. Mais à l'occasion, on peut faire un zoom. Parce que ce que vous êtes en train de dire me rappelle quand la presse a fait lever de bouclier contre le président Ngboyi à l'époque pour dire qu'il y a eu détournement. Et puis après, on a constaté quand même que le président Ngboyi n'était pas signataire des chèques et que même s'il y avait eu détournement, on ne peut accuser que par une responsabilité passive. Sinon, le président de l'institution ne signe pas de chèque et il n'est pas gestionnaire de crédit. Donc, quand vous parlez de budget, quand vous posez ça de cette façon, c'est pourquoi je voulais rectifier pour dire que ce n'est pas au fait Joseph Diogbenu qui gère les lignes. À l'occasion, les médias reviennent donc sur cet aspect de la chose pour dire voilà ce qu'on a fait, mais avec tel montant. Aujourd'hui, on parle de 2500 décisions rendues. C'est vrai, ça fait beaucoup. En 4 ans. En 4 ans. En 4 ans, ça fait beaucoup. 4 ans. Ça fait beaucoup. Mais beaucoup par rapport à quoi? Encore qu'au niveau des décisions, il faut voir la nature des décisions. Merci. Il faut voir les objets de ces décisions parce qu'il y a plusieurs décisions. Et donc, les décisions sont rendues, mais on peut aussi classer les décisions de portée politique, de portée sociale, et des décisions qui ont... C'est-à-dire, il y a une classification à faire. Et tout ça, la presse est amenée à faire tout ça et pouvoir tout de suite là apprécier les 4 ans de gestion du professeur Diogbenu à la tête de l'institution, à comparer peut-être avec ses prédécesseurs pour voir quel défi on peut maintenant annoncer à son successeur pour que la Cour constitutionnelle reste une institution performante. On parle aussi, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle aujourd'hui, on parle des réformes. Surtout, ce qui a retenu mon attention, c'est le débat contradictoire qu'il a dû instaurer. Et enfin, la Cour constitutionnelle de Joseph Diogbenu, c'est quand même un siège qui reflète l'image d'un pays pas miséreux, mais d'un pays qui aspire au développement. Aujourd'hui, on peut dire, sans courir le risque de se tromper, que la Cour constitutionnelle dispose d'un bâtiment qui reflète les normes.
Aujourd'hui, on peut le dire. Donc voilà, en quelques mots, si le temps nous était donné, c'est d'écrire. Non, même si on avait le temps, c'est qu'on n'a pas le contenu. Et le temps malheureusement terminé, mon cher Casimir. Mais je pense bien qu'on peut revenir là-dessus. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est une institution politique très importante parce que au thème de la Constitution dit que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions de la République. Donc, c'est la Cour constitutionnelle qui régule le fonctionnement des autres institutions. Et cette décision sans recours, c'est quelque chose de très important. Lundi politique. On aura le temps de revenir. Merci. Merci Michel Aonan, merci Casimir Pédior, merci Stanislas Soussalenton. Au plaisir de vous retrouver, vous tous, très prochainement. C'est vous qui faites la matinale. 5 sur 7 matin, la dernière escale, c'est bien sûr les sports avec Blaise Adanko qui s'impatiente. Il nous parle de l'économie du football. Reportage de Hugues Issou à découvrir tout à l'heure. On s'installe.